France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum pour ce vendredi 5 avril, avec à la une et cette information exclusive France Maghreb 2, un homme saisit Emmanuel Macron et dépose plainte contre l'État devant la Commission européenne pour obtenir le rapatriement de ses neveux de 2 et 3 ans détenus en Syrie. La France doit-elle accéder à sa demande? On en parle dans quelques minutes avec Tarek Mami, Farid Temsamani ainsi que Ousmane Timera. Nous serons également avec l'avocat de ce monsieur justement, information je le rappelle révélée par France Maghreb 2. Pour entrer dans le détail, www.francemaghreb2.fr. Après la démission de Bouteflika ce mardi, nous entrons dans le 7e vendredi de manifestation aujourd'hui. Quelle réponse la rue apportera à ces différents faits d'actualité? Réponse tout à l'heure avec Raled Trarni qui sera avec nous depuis Alger. C'est parti pour votre grand forum. Je vous en souhaite la bienvenue. On est ensemble jusqu'à 18h. Le grand forum, merci d'être avec nous en direct en ce vendredi. Nous sommes le 5 avril. Vous êtes bien sur France Maghreb 2 avec jusque 18h. Aujourd'hui, Tarek Mami. Bonjour Tarek. Matou vous dit bonjour. Voilà, on a bien compris. Bonjour cher Christophe, bonjour à toutes, bonjour à tous. Sur quelques supports que vous nous écoutez aujourd'hui, l'AFM, le DAB numérique et surtout l'application où je reçois beaucoup de messages sur les applications à travers d'ailleurs les articles du site où les gens rebondissent dans une réactivité, ils font du LGF 24/24 quoi. Formidable. Monsieur Temsamani, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Comment ça va? Très bien, merci. Bon. Et puis en revenant, il vient nous rendre petite visite de temps en temps. Monsieur Ousmane Timera, comment va mon ami Ousmane? Écoutez, je suis vivant. Bonjour à tous. J'espère que tout va bien. Ça, c'est sa phrase préférée. Je suis vivant. Écoutez, Alhamdoulilah. la vie est la vie du cœur. Comment ça va, Ousmane? Écoute, ça va. Hein. Je suis venu pour un colloque à l'Institut du monde arabe qui a eu lieu hier. Oui, qui s'est bien passé. On parlait de quoi dans ce colloque? Bien. C'était sur l'islam des Lumières, du concept de Malik Chebel et que la paix soit sur lui et que on m'a demandé mon avis. Sur cette notion en compagnie d'autres professeurs et éminents penseurs. Très bien. C'était rigolo. Intéressant. Bien. Rigolo ou intéressant? Les deux. Les deux? Les deux. D'accord. Ça dépend qui y avait comme professeur, en dehors de vous bien sûr. Non, il y avait de bons professeurs. Il y avait Raleigh Bencher, il y avait le professeur Dominique Avon qui fut d'ailleurs mon professeur à l'école pratique des hautes études. Il y avait le professeur Ifkar. Il y avait beaucoup de personnes. Steven Duarte. Et bon, moi j'ai une approche assez critique de la notion. C'est les chairs du jeudi ou je sais pas quoi? Oui, c'est ça. Mais là, ils ont fait un grand colloque. Apparemment, c'est un truc beaucoup plus vaste, organisé par le fils de feu Malik Chebel. Ah oui. Donc c'était intéressant. C'était bien de discuter de tout ça, de discuter philosophie, politique. Mais comme je l'ai indiqué hier, moi je me retrouve dans une situation où je suis ni dans le camp des réformistes pro-tradition, ni dans le camp des réformistes pro-modernistes. En tout cas, ce qu'on peut constater, c'est que dans cette communauté, dans ce pays, on fait beaucoup plus les morts que les vivants. Vous avez soit le colloque Harkoun, maintenant... oui, d'accord, il y a un colloque, il y a eu un colloque Harkoun. Oui. Et donc, quand les gens partent, là, tout d'un coup, on va commencer, comment ils y étaient. Je suis heureux pour Releb qui, de son vivant, aujourd'hui, même si on parle pas de lui, on le fait parler. On parlera de lui un jour. Non, voilà, mais pour le moment, c'est ça le paradoxe. C'est pour ça que je dis, on fait plus les morts que les vivants. Aujourd'hui, on le fait parler des autres, alors qu'on devrait le faire parler de lui-même. Bon. Ce qu'il écrit. Alors, messieurs, chaque semaine, France Maghreb 2 vous sort une info exclusive, hein. Je tiens à vous le dire, en ce moment, on est en forme. Pour le coup, après donc l'attentat de Nice et donc ses conséquences. Et ses conséquences dramatiques. M. Osman qui débarque, qui n'est pas au courant. Oui, absolument. Donc on va lui rappeler ça. France Maghreb 2 a révélé cette info. En fait, c'est un monsieur qui a fait une enquête sur les victimes des attentats de Nice et on s'est aperçu finalement que les corps de deux d'entre eux, en tout cas, ont été démembrés. Des enfants. Démembrés. Vidés voilà. De leur... Pourquoi? Pourquoi? Ça, c'est la grande question. Et justement, par l'Institut médico-légal de Nice. Ça s'est passé, donc, effectivement. Après... Alors, la question, en fait, si on a bien compris, mais les familles ont déposé une plainte contre, c'est que quand des jeunes enfants meurent, le principe est de les vider pour vérifier l'organe et tout ça. Ah, au niveau des organes. Oui. Sauf que là, ces jeunes qui sont morts, ils sont morts dans le cadre d'un attentat
Et la question, est-ce qu'on applique la procédure régulière, entre guillemets, normale des jeunes qui meurent à la situation dont on sait la cause à la base que l'attentat. Et donc, ils les ont dévidés, si vous permettez l'expression, qui est très mauvaise. Ils les ont donnés au bout de 5 jours aux parents qui les ont enterrés. Et c'est 3 ans après que les parents, à travers les documents, l'autopsie, vont découvrir qu'ils ont eu 2 enfants sans leurs organes et qu'ils les ont enterrés en l'état. Et donc c'est notre journaliste qui a sorti sur France Maghreb 2 cette première information. Voilà, qui a été repris alors par la presse. Information, elle fait son chemin, elle est reprise par LCI, par BFM et par d'autres. Alors il y a quelques journaux et journalistes honnêtes qui citent la source, et il y a d'autres, bien sûr, comme toujours, qui prennent l'information, qui oublient d'où elle vient et qui continuent leur propre chemin. Deuxième exclusivité, messieurs, cette semaine, c'est sorti hier sur notre site www.francemaghreb2.fr. Il s'agit d'un homme qui a saisi le président de la République, Emmanuel Macron, qui dépose plainte contre à la Commission européenne pour obtenir le rapatriement de ses neveux âgés de 2 et 3 ans détenus en Syrie. Et la question d'ailleurs que l'on vous pose aujourd'hui, la France doit-elle accéder à sa demande? Et on va tâcher d'en savoir davantage puisque nous sommes avec l'avocat en charge de cette affaire, monsieur Maître Goudi. Bonjour. Oui, bonjour messieurs. Bonjour et bienvenue en direct sur France Maghreb 2. Donc il s'agit pour votre client en tout cas d'un homme qui souhaite faire rapatrier ses neveux qui sont nés en Syrie et ils sont âgés aujourd'hui de 2 et 3 ans. Tout à fait. Donc c'est son neveu et sa nièce qui sont nés en Syrie en 2015 et en 2016, qui sont actuellement détenus dans le camp d'Al-Hol, Ouais. qui se situe dans le nord-est du pays et qui est, pour situer un peu, il s'agit du Kurdistan syrien. Donc c'est un camp qui est organisé et qui a été monté par les Kurdes. D'accord. Mais si je ne m'abuse, il me semblait qu'il y avait une volonté politique au moins pour le rapatriement des enfants. Pour les parents, c'est une autre question, mais en tout cas pour les enfants, ça semblait acté, non? Tout à fait. Alors, votre question est intéressante parce que vous tapez là où se situe le problème actuellement, c'est qu'il y avait une volonté politique de rapatrier l'intégralité des enfants mineurs. Puis on s'est aperçu dans la foulée qu'il y avait eu des difficultés, que la France avait commencé à rapatrier certains mineurs, et pas l'intégralité. D'où l'intérêt d'avoir déposé un recours et d'avoir déposé plainte contre la France auprès de la Commission européenne. C'est qu'on considère que nous sommes face à de la discrimination dans la mesure où la France a fait le choix de rapatrier uniquement certains mineurs. Vous l'avez dit dans votre papier, c'est une gestion au cas par cas. Et cette situation n'est pas acceptable pour les familles dont les enfants sont toujours détenus sur place, dans des conditions, comme j'imagine, comme ça a été rappelé par l'ensemble des ONG sur place, notamment la Croix-Rouge et l'Organisation mondiale de la santé, qui sont absolument scandaleuses pour l'intégrité de ces enfants, qui sont en bas âge, des problèmes d'alimentation, des problèmes de santé avec des cas d'épidémie qui sont en train de naître. Il y a une trentaine d'enfants qui sont morts dans le courant du mois de mars. Nous sommes vraiment dans un cas d'une situation d'extrême urgence. C'est pour ça que nous avons assigné l'État pour leur demander le rapatriement dans les plus brefs délais. Votre Donc client, voilà un peu les enjeux. votre client ne s'intéresse pas, enfin ne demande pas en tout cas le rapatriement du cas de sa sœur, hein, si j'ai bien lu l'histoire, mais en l'occurrence c'est les enfants, ses neveux et sa nièce, son neveu et sa nièce, âgés donc de 2 et 3 ans, rappelons-le, ils sont nés en Syrie, ils n'ont connu donc que la Syrie. Et est-ce qu'il y a eu au préalable et avant le dépôt d'une plainte peut-être un contact de prix avec les autorités compétentes? Alors, avant le rapatriement, donc il y a à peu près 1 an et demi, il y avait des courriers qui avaient été envoyés au ministère des Affaires étrangères et à l'Élysée, et nous avons eu droit à des réponses assez générales. La France ne souhaitait pas prendre position officielle. Donc cette situation n'était pas satisfaisante pour les familles. Il y a des recours qui ont été déposés par d'autres confrères, notamment devant le comité de l'ONU et le comité contre la torture. Mais la particularité de ces recours, c'est que ce ne sont pas des recours contentieux. Ces comités-là rendent que des avis. Donc la France ne sera pas tenue de les suivre. Donc nous, ce qu'on est en train de réaliser, c'est une action en responsabilité.
des décisions sont rendues pour le rapatriement des mineurs, ces décisions seront contraignantes. La France sera dans l'obligation d'exécuter. C'est un peu la nouveauté avec ces recours. Tarek Mami, oui, sur alors, cette affaire. Oui, tout à fait. J'ai suivi cette affaire avant même que notre radio ne la sorte dans un article en citant donc la lettre des parents, l'intervention de l'avocat qui est à l'antenne avec nous et la plainte qui a été déposée. Le gouvernement français avait estimé, si mes chiffres sont bons, qu'il devait avoir environ 250 personnes en Syrie rapatriables. Je mets rapatriables entre guillemets parce que dedans il y avait des enfants, des hommes et des femmes. Et après rentrer la discussion, ceux qui ont pris les armes, ceux qui n'ont pas pris les armes. Et il y a eu quelques rapatriements au goutte à goutte. Et certains confrères journalistes disaient que de temps en temps, les renseignements français informaient quelques journalistes que dans tel vol ou tel jour, il va y avoir un rapatriement de 2 ou 3 enfants. Et puis, tout d'un coup, la source s'est éteinte début février. Et quelques journalistes, confrères, donc, ont appelé leur interlocuteur police et renseignements. Et la réponse, c'est qu'on n'a plus d'infos entre les mains et on peut rien vous donner. Et une enquête de quelques journalistes, j'en ai eu un ce matin, me dit qu'en fait, aujourd'hui et en réalité, il y a une espèce, je dirais pas conflit, mais d'un débat fort à l'intérieur du gouvernement entre le tenant du rapatriement et ceux qui disent faut les oublier. Et que le président Macron, pris à son débat et pris pour le reste, apparemment n'a pas tranché, n'aurait pas tranché, n'aurait pas de position forte, mais écoute les uns et les autres, et peut-être que cette opération de lettres et de plaintes vont l'obliger à réfléchir et à prendre position. Il s'agit d'enfants. Hein. Oui, voilà. Donc il ne s'agit pas d'adultes. Non, il y a 250 personnes, c'est pour ça que je dis rapatriables, cher Christophe, entre guillemets, parce que les chiffres n'ont pas été publiés. Combien d'enfants? Peut-être que notre avocat connaît les chiffres, mais on ne sait pas combien d'enfants, combien d'hommes en général qui sont encore aujourd'hui en Syrie. On ne sait pas. Et donc, moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il y avait une petite volonté de faire revenir tout le monde et de les faire juger ici. Et il y a, comme toujours dans tout le gouvernement, une opposition ferme. Et manifestement, les contre ont gagné les pour. Voilà ce que j'ai comme info. Maître Goudy. Quelques informations concernant ces chiffres. S'agissant des enfants dont on souhaite le retour, qui sont détenus dans le camp d'Al-Hol, il y a 305 Français, précisément, dont 123 majeurs et 182 mineurs. Voilà. 182 mineurs. Ouais. Ça fait 182 mineurs, dont 70% en moins de 5 ans. Ah oui. Ouais. Wow. Il y a une dizaine de jours, la France a rapatrié 5 mineurs. 5 mineurs. Là, ce qu'a dit le monsieur à l'instant, c'est intéressant. C'est un peu ce qui est en train de se passer au sein de l'Élysée. Il y a eu un gros rétropédalage. Comment on l'explique? Difficilement. Peut-être qu'il y a des enjeux politiques et il y a l'opinion qui émet des réserves sur le retour de ces mineurs. Donc, moi, c'est ce que je pense. Vous avez raison. Je confirme. Les 5 mineurs qui ont été rapatriés la semaine dernière, nous, l'enseignement qu'on a tiré de ce rapatriement, sur les 5 mineurs, il y en a un dont les parents, en tout cas dont la mère, est enfermée. Il y a d'autres enfants dont les parents sont déjà décédés. Donc la question qu'on s'est posée, c'est de savoir s'il y a uniquement les orphelins qui sont rapatriés, ou est-ce que l'État organise aussi le retour d'enfants dont les parents sont toujours vivants et détenus en Syrie ou en liberté. Donc, je pense que quand la France nous dit qu'on fait un retour au cas par cas, c'est ça que ça signifie derrière. C'est de dire qu'on ne prendra aucun risque à détacher des enfants de leurs parents, car la seconde demande serait de rapprocher du coup les parents des enfants et de rapatrier les parents derrière. C'est toute la subtilité qui se joue avec cette gestion au cas par cas. Donc nous, on a pris un peu la parole de l'exécutif à la lettre et on demande pour le moment que le rapatriement des enfants. La question, si vous permettez, cher maître, monsieur Mami, donc au micro, oui. C'est que un débat a été posé par des politiques français pour dire
est-ce qu'il faut exiger que les parents signent des documents pour remettre les enfants pour qu'ils reviennent en France, avec une espèce d'engagement que eux-mêmes ils ne demanderont pas plus tard? Mais tout ça, ça fait de la polémique. C'est juste pour faire gagner, comme dirait l'autre, pour les référendums dans notre pays, le compte du non. Donc ceux qui ne veulent pas d'aucun retour, ni de ces enfants de moins de 5 ans, ni des enfants donc de plus de 5 ans, ni des adultes, poussent à la roue pour qu'il n'y ait aucun rapatriement. Ouais, moi, mon sentiment dans ce dossier, c'est que le retour de ces enfants et des adultes, hein, pour ceux qui sont jugés, sera un peu plus compliqué, mais c'est qu'un jour, ils vont rentrer. Ça, c'est incontestable. On ne sait pas ce qui va se passer dans cette région particulièrement instable. Un jour ou l'autre, les enfants seront en mesure de rentrer par leurs propres moyens. Oui. Ça, c'est incontestable. Donc, il est dans l'intérêt, je pense, de la France d'organiser le plus rapidement possible le retour de ces mineurs. Donc, votre sentiment, cher maître, c'est que ces enfants, d'une manière ou d'une autre, ils vont faire le chemin retour de leurs parents. Dans 5 ans, dans 15 ans, on ne sait pas quand. Mais ce sont en français, ils vont dire on rentre chez nous et on verra sur place comment se battre. Tout à fait, parce que j'ai oublié de vous le rappeler, ces enfants sont nés en Syrie, mais ils sont français de plein droit. Oui. La question ne se pose même pas. Oui. Droit du sang oblige, les deux parents sont français, donc la question de leur rapatriement, d'un point de vue légal, ne se pose même pas. Rappelons-le, vous l'avez précisé, ce sont des enfants, mais ce sont également des victimes. Oui. À cet âge-là, la question de leur responsabilité ne se pose même pas. Donc c'est pour ça que je considère qu'il faut organiser le retour de ces enfants le plus vite possible. Il y a des familles d'accueil. En France, les services sociaux sur ces questions-là font preuve d'un professionnalisme remarquable. Il y a des médecins, il y a des psychologues, il y a des psychiatres. Plus tôt leur retour sera organisé, plus la prise en charge sera simple et rencontrera et ces enfants ne seront pas confrontés à la situation qu'ils sont en train de vivre actuellement s'il y a une prise en charge très tôt. Si on les laisse grandir. Cher maître, donc vous avez procédé à 2 choses. L'envoi d'une lettre par les parents au président de la République. Je suppose que c'est trop tôt pour que le président réponde en 48 heures. Oui. Et vous avez fait donc votre travail, la saisine de la justice, pour que la machine s'emballe. La Commission européenne. Oui, que ce soit, oui, la Commission. En tout cas, pour que la machine s'emballe. Alors, est-ce que vous avez bon espoir qu'en ayant mis 2 fers au feu, le président se trouverait au moins dans le cas par cas de 2 enfants que vous demandez, du lâcher des lestes, malgré lui, entre guillemets? L'espérer. Alors, je vais vous expliquer rapidement. Les recours qu'on est en train de faire actuellement, donc je vous l'ai expliqué, ce sont des recours contentieux. S'agissant des recours européens, je vais vous filer une autre info en exclusivité dans la foulée. Les recours qu'on a exercés auprès de la Cour européenne des droits de l'homme et auprès de la Commission européenne sont des recours qu'on appelle, nous, de principe. D'accord. On y croit. Quand on fait des recours, on y croit toujours. D'accord. Mais les chances de succès sont maigres. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas une institution supranationale venir enjoindre à un État de prendre des décisions qui touchent directement à sa souveraineté. Premier point. Deuxième point. J'ai introduit cette semaine un recours en responsabilité contre l'État français devant le tribunal administratif de Paris. Ok. J'ai pas encore communiqué l'audience. Je vous remercie de le dire en direct ici. Je vous en prie. L'audience a été fixée. On va avoir un débat très très prochainement contre le ministère des Affaires étrangères. Là, par contre, on a un espoir. On attaque la France pour son inaction. Vous savez que la France, l'État français, qui est signataire de plusieurs conventions internationales et européennes, a ce qu'on appelle les obligations positives envers ses ressortissants. Et parmi ces obligations positives, il y en a une qui est essentielle, c'est celle qui consiste à apporter de la protection et de la sécurité à tous ses ressortissants. Donc dans la mesure où la France a commencé le rapatriement de certains mineurs qui sont détenus dans le camp d'Al-Hol, l'État français, et notamment le ministère des Affaires étrangères, ne peut plus se cacher
derrière une prétendue impossibilité d'organiser les recours. Donc c'est pour ça qu'on a introduit ce recours postérieurement au rapatriement de ces derniers mineurs. On espère que le tribunal administratif entrera en voie de condamnation contre l'État français et va lui enjoindre à rapatrier ces 2 mineurs. Alors, est-ce que, cher maître, en droit, mais c'est vraiment une question interrogative, j'allais dire comme ça, spontanée, est-ce que il n'y aurait pas une discrimination de l'État à avoir choisi parmi les enfants qu'il rapatrie, puisqu'il y a 5 qui sont rapatriés, et qui ne fait pas le reste du travail pour les autres? Alors, c'est l'objet de notre recours, hein. C'est de dire qu'il y a déjà eu des retours. Donc, par conséquent, matériellement, c'est possible de les rapatrier, mais on n'est pas entré sur le terrain de la discrimination parce que ce serait offrir trop de liberté à la France et il y a des risques qu'on soit rejeté. Il suffit que la France explique que concernant ces 5 enfants qui ont été rapatriés, nous étions en mesure de le faire avec des critères précis, mais pour ces autres enfants, la question ne se pose pas actuellement. Nous, on n'est pas entré sur ce terrain-là. Oh. Nous, on considère que la France a des obligations positives et dans la mesure où elle ne les respecte pas, dans la mesure où elle ne les met pas en œuvre, elle se rend coupable d'inaction. D'accord. C'est sur ce terrain-là qu'on a été et Alors, on espère Maître Goudy, merci en tout cas de votre intervention parce que les informations étaient importantes à connaître pour connaître l'action future. Vous représentez Est-ce que vous avez une date d'audience, cher maître? J'ai une date d'audience. Allez-y. Non, que je communique pas encore. D'accord, très bien, ok. Tiens, je vais demander à Farid. Farid, tu écoutes cette affaire, donc révélée par France Maghreb 2, encore une fois. Quel est ton sentiment? Moi, j'ai l'impression quand même qu'on est en train de parler de quelque chose qui devrait être normalement normal. Tranché. On parle d'enfants, je veux dire. Pas du tout. C'est beaucoup plus complexe qu'on le croit. Là, il se trouve que le client de l'avocat est relativement connu puisqu'il s'agit du neveu et de la nièce d'un ami qui s'appelle Amine, du nord de la France, qu'on salue d'ailleurs au passage. Oui. C'est pas la première fois qu'il essaye de faire parler effectivement pour à juste titre faire ramener son neveu et sa nièce. Dans le cas présent, mais je veux pas parler du cas présent parce que il y a une affaire en cours. La maman est toujours vivante. Oui, ça a été précisé. Ça a été précisé. Oui. Moi, si vous le permettez, je vais essayer d'évoquer les choses d'un point de vue beaucoup plus global. La France est très embêtée dans cette affaire-là, pour une raison très simple, c'est que la France a été touchée par des attentats meurtriers sur son territoire, par des gens en partie qui sont partis combattre en Irak et en Syrie et qui en partie sont revenus. C'est pour ça que l'opinion publique est beaucoup plus réticente au retour. On peut être d'accord, pas d'accord, mais en tout cas, l'opinion publique est beaucoup plus réticente. Je rappelle juste un point, c'est qu'il n'y a pas que la France qui est concernée par cette question du rapatriement des enfants. À l'échelle européenne, vous avez des pays qui ont déjà statué et qui ne veulent absolument pas en entendre parler. Je pense notamment à l'Angleterre. Mais vous avez d'autres pays, tels que la Belgique, par exemple, qui le fait de manière très discrète. Vous avez également des pays qui ne sont non européens et qui veulent pas en entendre parler. Je pense notamment à des pays du Maghreb. La Tunisie, le Maroc veulent absolument pas entendre parler du retour de quelques. Alors ils sont beaucoup moins nombreux que les Français, ça c'est une évidence. Et il n'y a pas beaucoup d'enfants. Et il y a très peu d'enfants, ouais, mais en fait il y a des enfants qui sont nés sur place par contre. Et je rappelle juste pour la petite anecdote que c'est Donald Trump qui a mis la pression aux Européens de rapatrier leurs propres enfants. Voilà. Une fois dit ça, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des enfants qui n'ont rien demandé. Bah oui. Des enfants, ça reste des enfants. Petite parenthèse, en France, la majorité pénale, c'est 13 ans. Donc, je sais pas si on peut partir de ce postulat-là ou pas, mais en tout cas, des enfants qui n'ont rien demandé, on est en droit de se dire, il faut les rapatrier là où il serait le mieux. C'est évident que ça n'est ni en Syrie, ni en Irak, parce qu'il faut savoir qu'ils sont dans des camps. Donc c'est des camps, c'est des gigantesques camps. Ce sont des camps où les conditions humaines sont quasiment invivables pour des adultes et pour des enfants, vous imaginez même pas. Et je vais parler de ce que je sais.
il y a eu 3 semaines, 5 premiers enfants qui ont été rapatriés. Depuis ces 5 premiers, en tout, ils sont 30 enfants à être rapatriés de manière très discrète, pour pas dire dans l'omerta la plus totale. Ça peut se comprendre, mais à une condition, c'est que l'État français, jusqu'à présent, considère qu'elle ne rapatrie que les enfants orphelins. C'est-à-dire où ils se sont assurés que sur place, le père et la mère sont décédés. Dans le cas des enfants non orphelins, c'est-à-dire où il y a encore la maman, par exemple dans le cas présent. Je suis pas juriste, donc je laisse la liberté à notre avocat éventuellement de répondre là-dessus. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que la maman, qui est encore vivante, abandonne d'une certaine manière. Accepte d'abandonner. C'est pas abandonner, accepte que ses enfants partent. C'est pas un abandon. Accepte que ses enfants partent. Voilà. Mais la réalité, le sous-jacent derrière, c'est quoi la question? C'est qu'une fois que les enfants sont ici, d'un point de vue purement humain, enfin moi je parle pour moi en tout cas, d'un point de vue purement humain, ça veut dire que vous n'allez pas laisser des enfants, sachant que en France, sachant que leur maman est à quelques milliers de kilomètres. Donc tout ça en fait c'est c'est très compliqué parce que y a des gens qui sont concernés. Farid, on va juste mettre. Est-ce que vous patientez encore 2 petites minutes? On se débarrasse de la pub, comme ça on est tranquille et vous pourrez répondre et peut-être qu'aussi Ousmane Timera a des choses à dire là-dessus sur cette information révélée par France Maghreb 2. On le rappelle donc à propos de ce monsieur effectivement que l'on salue, Amine, et qui a saisi un avocat pour justement demander le rapatriement de son neveu et de sa nièce âgés de 2 et 3 ans. Est-ce que la France doit accéder à sa demande? C'est la question qu'on vous pose. Et vous êtes 76% à dire oui sur Facebook. France Maghreb 2, vous continuez de voter en tout cas. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum, le LGF avec Tarek Mami, avec Farid Temsamani et Ousmane Timera. Et nous sommes toujours en ligne avec Maître Goudi, Nabil Goudi, avocat qui représente donc son client Amine et qui demande que son neveu et sa nièce puissent revenir en France. Vous avez, on le rappelle, saisi la Commission européenne et vous avez également, si j'ai bien retenu, obtenu une audience auprès du tribunal de Paris. Tout à fait. Voilà. Alors, pour ce qui est de la Commission européenne, on a bien compris que ça va être délicat et difficile. Pour ce qui est par contre du tribunal de Paris, il y a peut-être plus de chance en tous les cas, mais la question qui se pose finalement, cette maman-là, est-ce qu'elle souhaite, elle, que ses enfants puissent venir en France, oui ou non? Alors, c'est ce qui a été évoqué précédemment par votre collègue. Je voulais juste préciser que c'était une idée reçue de dire que la majorité pénale pour les mineurs était de 13 ans. En France, on peut prononcer des mesures éducatives contre des mineurs, peu importe leur âge. Il suffit juste qu'ils soient dotés de discernement. Bon, ça c'est dit. Maintenant, la question de savoir si il est souhaitable que les parents se séparent de leurs enfants. Est-ce qu'il est dans l'intérêt des enfants qu'ils soient séparés de leurs parents? Je pense qu'il faut un peu situer le cadre et rappeler quelques éléments sur place. Les mères dont les enfants sont nés sur place sont actuellement détenues par les Kurdes. Premièrement. Ils sont sans doute pour certaines, moi je parle que des mères, pour certaines, vont être jugées soit par les Kurdes, soit en Irak. Il y a eu un déplacement de la population, il y a pas mal de personnes qui se trouvent actuellement en Syrie, qui étaient en Irak, quand l'État islamique était encore présent là-bas. Donc, moi, je pense que c'est pas un choix facile pour les parents. Vous l'avez dit, mais il est dans l'intérêt de l'enfant, des enfants, plutôt que d'être exposés à être détenus sur place dans des conditions dont on ne maîtrise rien. On ne sait pas quel sera le sort accordé aux enfants si les parents et notamment les mères de famille sont placés en détention sur place. Il est préférable pour les enfants de les envoyer en France, soit dans des familles d'accueil, soit dans des familles, soit chez les grands-parents, par exemple, de ces enfants mineurs. Premièrement. Oui. Deuxièmement, quand les parents seront rapatriés en France, ils seront également séparés de leurs enfants. Dans la quasi-totalité, ils seront placés en détention immédiatement à leur arrivée sur le territoire. Donc en fait, la question de savoir s'il faut se séparer des enfants ou pas, elle ne se pose même pas dans la mesure où ils seront séparés un jour ou l'autre. Soit en France, soit sur place. Donc j'ai envie de vous dire
qu'il est dans l'intérêt des enfants de les rapatrier le plus tôt possible. Oui. Ousmane Timéra. C'est ou pas? Oui, oui, bien sûr. On a bien compris, en tout cas, la nuance. Ousmane. Ouais. Donc, de tout ça, alors, tu en dis quoi? Bah, la première des choses, c'est que il faut regarder dans cette affaire l'intérêt des enfants, quoi qu'il arrive. À Oui. mes yeux, en tous les cas, l'intérêt des enfants doit dépasser même l'intérêt d'État. Je ne suis pas président, donc je peux dire ça. Je serai président, peut-être que je dirai autre chose. Mais je pense que la France gagnerait en grandeur à faire en sorte de rapatrier ses enfants. Ça, c'est un premier élément. Après, les conditions, les modalités sur le plan diplomatique, bon, ça, je laisse les détails. Il y a les experts pour essayer de faire ça. Pour rentrer dans les détails. Ensuite, deuxièmement, moi, quand même, j'ai un petit souci avec cette affaire. La première des choses, c'est de traiter de terroriste toute personne qui se trouve là-bas. Et terroriste, celui, à mes yeux en tous les cas, qui a pris les armes contre la France ou contre les populations en présence, ou qui les a aidés pour ce faire. Celui-ci est terroriste. Une simple personne qui est partie avec son mari parce qu'elle pensait que c'était le paradis, il y a un questionnement à poser quant à l'état d'esprit de ces personnes-là, qui pensent qu'ils vont trouver le paradis sur terre en Irak et en Syrie. Ça, c'est une autre affaire, mais une personne qui va sur place pour accompagner son mari, à mes yeux, ne doit pas être traitée comme une terroriste. Elle a fait une erreur, elle a fait une faute. Et comment fait-on pour, justement, Et il faut mener des savoir, enquêtes, juger, voir. dans un qui a terrain de fait guerre, c'est quoi compliqué, hein, Ousmane. Non, c'est pas compliqué. C'est pour ça qu'il y a des jugements. On regarde quelle était l'activité de telle et de telle personne. Et on essaye de distinguer le coupable de l'innocent. Mais partir du principe que toute personne qui va là-bas, parce qu'elle estimait que y avait une dictature qui était en place, parce qu'au début c'était ça, c'est qu'il pensait que Bachar al-Assad était en train de martyriser son peuple, ce qui était quand même le cas, et nous allons y aller pour aider. Bon, et puis en fin de compte, on se retrouve dans des situations un peu compliquées. Donc moi, Très je pense souvent que sous des prétextes humanitaires. sur des prétextes humanitaires, et il y en a qui y ont cru. D'autres n'y ont pas cru, ils y allaient pour du sang, mais d'autres, surtout les femmes, y ont cru. Et puis des femmes aussi voulaient y aller aussi pour l'aventure, être avec un beau chevalier djihadiste et compagnie. Bon, donc moi ce que je veux dire tout simplement, c'est qu'il ne faut pas mettre tout le monde en prison. C'est une erreur à mes yeux. Et enfin, je termine, je pense quand même que si ces personnes sont des Français, et c'est le cas, ils doivent être tous, sans exception, rapatriés et jugés Ici. en France. Oui. Il n'y a pas à faire de discrimination, parce qu'en ce cas-là, il n'y a aucune différence entre cette action-là et l'action de déchéance de nationalité que voulait faire Monsieur Valls et François Hollande. Que Donc nous- il l'a abandonné. Que les Allemands finalement mettent en place. D'accord, mais si les Allemands le Pour mettent se en débarrasser du sujet justement. Si les Allemands mettent en place cette question de déchéance de nationalité, c'est pas la tradition française. Donc on doit rapatrier tout le Qui monde et existe juger. déjà en réalité. Et on doit rapatrier tout le monde, juger tout le monde en fonction de ce qu'il a fait, et ensuite chacun a la sanction qu'il mérite. Mais les laisser là-bas se faire condamner à mort dans des conditions de jugement qui laissent à désirer, je trouve que c'est pas à la hauteur de pays dit des droits de l'homme. Maître Gaudy, dernière question. Est-ce que finalement, dans ce que vient de dire Ousmane, c'est très intéressant, est-ce Oui. qu'il y a finalement un manque de volonté politique pour régler cette affaire? Parce que on rappelle quand même que pour cette affaire en question, il s'agit de 2 enfants âgés de 2 et 3 ans. On ne devrait même pas en discuter aujourd'hui. Ça devrait être logique, maître. Écoutez, je partage votre avis sur cette question-là. La question ne devrait même pas se poser. Ceci étant dit, il faut reconnaître le caractère extrêmement complexe de ces affaires. Sur ce point-là, je pense que nous sommes tous d'accord. Oui. Vous savez, il y a des enjeux politiques derrière, etc. Donc, c'est pour ça que ça prend du temps. Juste un mot par rapport à ce qui a été dit sur toutes les personnes qui sont allées sur place, leur motivation, leur mobile, etc. Je partage la position de ce monsieur qui vient de. Ousmane Timéra. Monsieur Ousmane. Mais la France se l'est posée avant nous cette question. Donc il y a une infraction qui a été créée qu'on appelle l'association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste. Ouais. C'est vrai. Et elle est compliquée cette infraction parce que dès lors où vous allez sur zone, vous êtes considéré comme terroriste. Et c'est pour éviter justement d'avoir à enquêter de manière très précise sur chaque individu, puisque matériellement c'est extrêmement compliqué. Mais cependant, les services de renseignement
sont extrêmement présents sur place. Bah oui. Mais il y a certains cas qui leur échappent. Donc pour éviter d'avoir à enquêter sur ces personnes-là, puisque matériellement impossible, on a créé cette infraction. Et dans la mesure où vous revenez sur le territoire français, vous entrez immédiatement dans le champ d'application de cette infraction, vous êtes considéré comme terroriste et vous êtes placé en détention pour de très nombreuses années sans jugement. Ouais. Et ça permet aussi de couvrir, cher maître, certains discours qui, dans les années 2011-2012, dans la bouche de quelques hommes politiques français, pouvaient être compris par des jeunes comme une incitation à aller se débarrasser d'un dictateur. Oui, absolument. Et donc, il fallait faire, j'allais dire, un texte qui coupe entre l'avant et l'après. Je veux dire des phrases dans la bouche du ministre des Affaires étrangères de l'époque, monsieur Fabius, Bachar ne mérite pas, non mais Nosra fait du bon travail avec une polémique, mais surtout Bachar ne mérite pas de vivre. Donc certains jeunes disent même notre gouvernement est d'accord pour qu'on aille le tuer, donc on y va. Ouais, mais il y a un problème au niveau de la doctrine française, parce qu'ils ont le même problème au Mali. Oui. Cette vision unilatérale sur la question du terrorisme, sans prendre en compte les considérations d'ordre politique et diplomatique, est une erreur. C'est une impasse. C'est une folie. Parce que ces gens-là, ils vont pas les garder éternellement en prison. Donc autant les prendre. S'il y a des personnes qui ont commis des crimes, il faut les condamner. Tout à fait. Mais l'idée, c'est de les réhabiliter et qu'ils puissent réintégrer la société, comme cela se fait pour d'autres cas. Il y a d'autres personnes qui sont parties dans d'autres pays être des terroristes à l'époque où c'était la gauche qui faisait du terrorisme. Bah, quand ils sont revenus en France, on les a pas jetés de la sorte en prison. Alors, on les réintègre. Je vais rappeler peut-être un fait historique qui va faire sursauter beaucoup d'auditeurs et beaucoup de personnes autour de la table. En 36, quand il fallait aller faire la guerre en Espagne contre les dictateurs, c'était vu positivement et on poussait les gens à aller faire la guerre contre Franco. Ouais. Donc c'est vrai que, comme dirait Farid, il n'y a pas eu de quelques Espagnols qui sont venus commettre des attentats en France et que c'est peut-être ça qui change la vision du moment. Change un peu. Parce que oui, mais dans l'absolu, c'était c'était des vedettes, c'était des grandes personnalités qui allaient se battre en Espagne contre Franco. Merci en tout cas, maître, de nous avoir apporté votre éclairage. Petite dernière question, s'il vous plaît, Christophe. Ah oui, mais on a un peu abusé, mais bon, allez-y. Non, juste la dernière question, cher maître. Oui. Je ne dirai pas votre pronostic, parce que c'est difficile, mais votre sensation pour cette procédure devant le tribunal administratif de Paris. Vous la sentez bien en clair? Voilà. Nous on est confrontés à ce qu'on appelle l'aléa judiciaire. Hein. On sait jamais à l'avance. Oui. Et je m'aventure rarement sur des pronostics. Juste. Ça que je dis, j'utilise pas le mot pronostic, mais votre sentiment, votre sensation. Oui. Ce qui est important dans ce procès, c'est que quand bien même le juge n'entre pas en voie de condamnation contre la France, on a besoin d'éléments de réponse. Au moins qu'on ait la position officielle et qu'on sache quels sont les critères dégagés pour ordonner le rapatriement de ces enfants. C'est aussi un peu l'enjeu avec ce recours. Très bien. Merci en tout cas, maître Goudy, d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, messieurs, merci à vous. Merci en tout cas pour votre intervention qui était évidemment très importante, riche, afin de comprendre effectivement. Moi, ce que j'arrive pas à comprendre, messieurs, franchement, c'est qu'on en soit à parler de ça, quoi. C'est quand même dramatique qu'on parle. Alors évidemment la question peut se poser quand il s'agit d'adultes, ça on est clair et net, et la question d'ailleurs s'est posée, même si Ousmane t'es un peu plus tranché, t'as dit toi on doit rapatrier tout le monde. Ah, c'est des Français, ils viennent, on les juge d'accord. Ici et il y a des gens aujourd'hui qui te disent effectivement qui ont été traumatisés par ce qui s'est passé. Tu viens par la force. Oui, mais t'es un criminel, t'as pas le choix, tu viens ici. Écoute, non mais ça c'est un débat. Tu vas en prison. L'Irak jusqu'à présent est un pays souverain. Si l'Irak veut faire condamner les gens qui ont commis des actes terroristes sur son territoire, on n'a pas le droit à dire non parce qu'ils sont français, on va les rapatrier. Non, si, on a le droit de faire la demande et l'Irak a le droit de refuser. Mais on est qui pour demander à un pays ne condamnez pas des gens sur votre territoire? J'ai pas dit ça. Ce sont nos concitoyens, ce sont des Français. L'État français a le droit de demander le rapatriement de ses ressortissants et de demander leur jugement ici. Elle a le droit. Elle ne peut pas. Non, c'est pas mécanique. Cher Ousmane, elle a le droit. J'ai pas dit c'est obligatoire. Cher Ousmane, il y a un certain nombre de nos concitoyens qui commettent des actes, des délits, des crimes parfois sur des territoires en dehors même en dehors de la Syrie et de l'Irak. Moins grave. Beaucoup moins grave que les attentats. Ouais. Ils sont condamnés très souvent. Ouais. Ils ont droit à ce qu'on appelle pas un conseil, mais ils ont le droit à une protection, une assistance et une protection consulaire. Exactement. Mais
pour 99% des cas, Et ils font leur condamnation là-bas. Ils font leur condamnation là-bas. Il se passe que dans certains cas, sur des cas, par exemple des gens qui, si je dis pas de bêtises, des gens par exemple qui sont souffrants sur des maladies graves, etc. ou parfois peut-être même des cas politiques où l'État français effectivement réclame effectivement que la personne puisse faire en réalité puisse non pas être jugé parce qu'ils sont jugés dans le pays en question, mais puisse purger la peine pour laquelle ils ont été condamnés potentiellement. Alors, justement, il y a deux principes. Il y a le principe de la souveraineté des États qui ont le droit et même le devoir de condamner les gens qui commettent des infractions chez eux. Mais il y a aussi des accords entre États dans certaines situations où on peut faire rapatrier pour que la peine, y compris la peine, soit prononcée ici. Et il y a surtout, oui, c'est pas mécanique. Et il y a eu des exemples, oui, d'ailleurs. et il y a surtout le troisième cas qui est le plus intéressant, c'est-à-dire que l'État souverain prononce la condamnation et la France rentre ou pas en négociation pour que la peine soit exécutée en France. Et vous avez même dans certaines affaires où des avocats français représentant l'État qui se présentent à l'audience en demandant expressément au juge qui va juger qu'ils attendent la procédure de la condamnation pour demander la possibilité que la peine soit exécutée totalement ou partiellement en France. Donc tout ça, ce sont des moyens juridiques Bien qui sûr, sont bien politiques et que la France Mais c'est pas mécanique. oui, et que la personne France n'a dit que c'est applique mécanique. ou n'applique pas. Non. Et donc, Parce dans le que- cas de la Syrie, elle voudrait ne même pas rouvrir le dossier pour se Bien poser sûr. la question. Non, mais- Voilà la grande différence. Mais Oui, Ousmane. la question c'est que parce que celle que tu as posée c'est si la personne en question ne veut pas revenir en France. Ouais, ça, Elle ouais. dit pour moi il n'a pas le choix. Ouais. Du point de vue français politique, je veux te juger. Mais si l'Irak décide de dire non écoutez on s'en occupe, je n'ai pas le choix effectivement. Bon bah l'Irak veut le juger et le condamner sur son territoire. Alors, bon. Mais la question c'est le refus français Bien, par bien principe. devant le micro, Ousmane, s'il te plaît. C'est le refus français par principe de Alors, c'est pas de un faire cette refus. demande. C'est, je ferme les yeux, je dis rien. Bah, c'est ça qui me dérange. Voilà. Et on Pourquoi regarde. Voilà. Pour quelle raison? Alors qu'on sait que les conditions de jugement dans ces pays-là Ouais. sont pas terribles. Non, on va pas se mentir. Tout à l'heure, ça a été dit. La raison, elle est purement politique. Tout à fait. C'est qu'il n'y a, il y a aucun homme politique, homme ou femme politique, qu'on aime ou qu'on n'apprécie pas, le président de la République actuel, le prédécesseur ou le suivant, quoi que ce soit, qui prendra publiquement la responsabilité de dire ce que tu dis, c'est-à-dire moi je veux que l'ensemble de ces gens-là qui ont décidé, parce que tout à l'heure on a parlé des gens qui sont partis pour des causes humanitaires, mais vous avez aussi des gens qui sont partis, qui sont partis pour tuer. idéologiquement pour aller Bien tuer. sûr. Oui, oui. Il faut quand même le dire. Comment on les La preuve. distingue? Comment on dit? On Et fait la comment différence? Eh ben, c'est parce que c'est tellement compliqué de faire la différence Bah voilà. que l'État français te dit, voilà, moi je vais pas faire le maximum, donc je vais laisser couler en espérant. Mais là, on Vous savez- parle d'enfants, c'est vous savez- ça que, voilà. Alors, vous savez ce qu'ils se disent? Ils se disent quoi? En espérant que, en l'occurrence, l'Irak et les Kurdes, parce qu'ils sont emprisonnés dans un territoire qui est encore contrôlé à l'heure actuelle, parce que ce sont des négociations diplomatiques qui est encore contrôlé à l'heure actuelle par les Kurdes, de dire voilà, en espérant qu'ils fassent eux-mêmes le travail. La réalité, c'est ça, c'est que plus on va attendre, plus les gens vont soit mourir de faim, soit vont mourir de maladie, parce que ça arrive quotidiennement que des gens qui sont soupçonnés meurent de maladie là-bas, soit condamnés et ensuite exécutés, notamment en Irak. Donc l'État français en fait joue la passivité. Pourquoi? Parce Je que la montre. mais bien sûr, mais parce que pourquoi Non, mais pourquoi est-ce que l'État français peut, politiquement, juridiquement, moralement, jouer la montre pour les enfants? C'est ça, voilà. C'est ça qui nous Parce que là, intéresse. là, vous êtes Qui en train de joue la parler montre des, pour vous êtes les en train de parler des adultes. adultes. Ok. Ok. Non, mais les enfants. Non mais Christophe, les enfants qui sont orphelins, ils seront tous rapatriés. Et ceux qui sont Il y aura pas de orphelins. il y a pas- Ouais, mais il y a ceux pas qui de sont pas publicité. orphelins, parce que Ceux qui sont pas orphelins, Ouais. ceux qui sont pas orphelins, ils vont attendre probablement Le temps que leurs parents se fassent Non, mais, condamner et tuer. non, on est à l'antenne. Alors, je vais aller plus grave. Je vais aller plus loin, Farid. On va laisser ces enfants grandir. Aujourd'hui, ils n'ont pas le sentiment de discernement. Donc, quand on les rapatrie, on les sauve. On va les laisser arriver à 7 ans, 10 ans, 12 ans. Ils vont arriver au discernement, ils vont devenir de fait terroristes parce qu'ils sont dans un milieu qui les pousse Oui, et parce que leur malheureusement. pays ne les a pas rapatriés. Je suis complètement d'accord, malheureusement, Voilà. avec cette analyse. Et effectivement, ça, c'est ce qu'on appelle une erreur stratégique. Voilà. C'est un Voilà. changement. Voilà. Non, mais c'est ça, ça. c'est une erreur stratégique. Moi, Donc la France a intérêt à rapatrier Alors, ses gosses. Pour moi, c'est la police. sauf que, La doctrine est à changer. sauf que, si vous le permettez, Je vous en c'est prie. que l'erreur stratégique, elle va se vérifier dans 10 ans, dans 15 ans.
On est d'accord. Ouais. Il y a de grandes chances que dans 10 ans, dans 15 ans, ni le ministre des Affaires étrangères actuel, ni le président de la République actuel soient au pouvoir. Non, mais c'est pas grave. Et la vérité, même si Ouais, mais c'était si c'est pouvoir, ils ne sont ni responsables ni coupables. non, ce que je veux dire par là, c'est que un homme politique, en Mais toi, tu te l'occurrence, mets à la place du politique. non, moi, c'est pas que je me mets à la place. Alors moi, je me mets à la place de l'État. T'as raison. L'État n'est pas l'homme politique. Tu as raison. Pas. Tu as complètement raison. En plus, on a la chance d'être Tu pas as- des politiciens, tu as donc on peut dire ce qu'on dit. Tu as complètement raison. Ce que je vais te dire, c'est que malheureusement, moi, je suis contre le fait d'abandonner des enfants français sur place. Ça, c'est ma qu'on est position. tous d'accord. On est d'accord. tous Pourquoi ? Parce que d'accord. ce sont des enfants qui n'ont strictement rien Rien demandé. demandé. Et je suis même d'accord, si on veut les reconstruire et éviter d'avoir des nouvelles bombes à retardement, Bien sûr, oui. vaut mieux les rapatrier. Mais j'essaie de comprendre, si c'est pas fait mécaniquement, il y a bien une raison à la tête de notre pays qui dit, non, attention, c'est un peu plus complexe que ça. C'est vrai. Je n'accepte C'est vrai. pas forcément, mais en tout cas, eux, ils se disent quoi? Ils se disent, moi, je n'ai pas envie, moi, Emmanuel Macron, président de la République française, je De ne veux prendre la pas responsabilité. prendre la responsabilité. Pourquoi? Parce qu'on rentre dans ce qu'on appelle des chicayas purement politiques. Nous sommes 66 millions, 67 millions d'habitants. Ça concerne quelque chose d'encore très frais, puisque Les attentats, c'était il y a 3 ans. même l'État islamique a été Rappel. vaincu il y a très peu de temps, Il y a 15 que jours. les attentats c'est finalement il y a pas très longtemps, que ça a concerné un certain nombre d'entre nous dans nos chairs, dans les gens qu'on a perdus, etc. Que je rappelle qu'une partie des gens, pas tous naturellement, parce qu'il y a contrairement à ce que l'on pense, il y a très peu de Français parmi les terroristes des différents attentats sur le territoire français. C'était essentiellement, notamment des Belges. Les Belges, ouais. Mais il y avait un certain nombre de Français. Je vais pas ici décliner un certain nombre de choses, mais parmi un qui s'est fait exploser au Bataclan, c'est quelqu'un qui est parti, qu'on connaissait, qui est parti sur place, dont les parents dont un des parents est parti essayer d'aller récupérer, qui ne l'a pas pu, parce que son fils lui a dit, c'est mort, c'est négatif, et se sont quand même revenus pour ce que l'on sait. Donc, on peut pas faire comme si ça n'existait pas. cher Farid, Mais après, effectivement, il y a le juridique, il y a le moral. Il y a la question stratégique qu'on a soulevée tout à l'heure avec l'avocat. Aujourd'hui, un gosse, il a 2 ans. Il a 5 ans. Dans 15 ans, il en a 20. Ses parents sont morts ou pas, condamnés ou pas. Lui, il a été élevé en Irak, en Syrie. Et il se débrouille pour arriver à la frontière française, dire bonjour, je m'appelle un tel, je suis français. Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que ça, c'est pas la bombe à qui vous ouvrez la porte pour dire bienvenue la bombe? On fera une loi exprès pour lui. C'est un véritable Non, mais bel exemple. stratégiquement parlant, là je parle de l'État, c'est pour ça, l'homme politique, encore une fois, je l'ai dit, si j'étais président, je tiendrais pas ce discours. Mais j'ai la chance de pas être président. Donc je peux envisager d'autres scénarios. Or, quand on regarde la situation, si on regarde la stratégie de long terme, nos hommes politiques, Tu peux être un président courageux aussi, hein. Tu peux être un président courageux et éventuellement oui, un envisager président ce scénario. courageux, un Un président président courageux le fait pas publiquement. de regarder de long terme, mais Il j'ai saura pas pas. besoin de raconter à la terre entière qu'est-ce que je suis en train de faire. Le président courageux le fait à la fin de son 2e mandat parce que ça représente pas Par pour les exemple. Oui, élections. par exemple, mais Oui, où ce qui est pas le cas je du fais président. où je peux Oui, faire ça voilà. par mes services secrets. Oui, oui. Mais ce qu'on Mais en dit vérité, à long terme, laisser des Français là-bas, c'est mauvais pour les intérêts de la France. Or, il y a un aveuglement doctrinal qui empêche nos décideurs de voir cet aspect-là. Ils ne voient que l'aspect violent, c'est des terroristes, ils n'ont pas de vie, ils ne méritent pas de vivre, il faut les tuer. Oui. Mais ça Voilà, c'est des discours qu'on entend dans l'opinion, hein. le discours Ousmane. et la vision dans laquelle ils se trouvent. Ousmane, Et c'est pas bon. c'est un En- discours qui est partagé par une certaine En partie de l'opinion. 81, Ils ont tort. en Ils ont 81, tort. l'opinion était contre l'abolition de la peine de mort. Un type s'est levé, 2 types se sont levés, et on se dit contre l'opinion, Bah ouais. on va la faire cette loi. Ouais. Juste une chose, Christophe. Rapidement. Ousmane, Ouais. je t'invite quand même à, parce que comme t'es quelqu'un qui voyage et qui discute beaucoup avec pas mal de monde, à discuter notamment avec des Irakiens ou des Syriens qui sont absolument pas concernés par tout ce qui s'est passé, et de discuter avec eux sur ce sujet précisément. Et donc, ils vont dire quoi? Tu Ils vont verras avoir que- une opinion un peu plus Complètement différent. nuancée. Non, beaucoup Alors, plus nuancé. je vous rappelle la question que Moi, l'on j'ai eu la pose. chance de pas être syrien. Oui. Donc, Je vous rappelle la question il me du fera- jour. il me fera Aujourd'hui, notre avis. un homme qui saisit Emmanuel Macron, donc qui dépose plainte donc devant la Commission européenne pour obtenir donc le rapatriement de son neveu et de sa nièce de 2 et 3 ans détenus en Syrie. La France doit-elle accéder à sa demande? C'est la question que l'on vous pose et à laquelle vous répondez bien sûr sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter, le grand forum FM2. Un autre sujet qui nous occupe depuis maintenant le 22 février quasiment. C'est cette révolution algérienne. On en est à son 7e vendredi de manifestation et je peux vous dire qu'aujourd'hui il y a encore beaucoup de monde, bien qu'il y ait eu quand même pas mal de changements cette semaine, notamment la démission
du président Bouteflika, qui a démissionné donc mardi dernier. Mais les Démissionné Algériens, ou s'est fait démissionner? pour autant... Non, il a démissionné officiellement. Oui. Non, mais après ça, c'est des spéculations. Non, mais Nous, c'est on pas reprend des que les faits. Bah, c'est La pas- démission, elle a été apportée par lui-même au Conseil constitutionnel. Non. Comment ça, non? Il n'a pas déposé de On lui candidature. a ordonné. Attends, non, excusez-moi. Il n'a pas été déposé une candidature de Conseil constitutionnel. Non, il a été déposé sa démission. Non, il n'a pas été puisqu'on est venu le prendre en pyjama, Ouais. en djellaba pour faire simple. Et l'après-midi, Gaïd Salah dit il va démissionner ce soir. Et moi, pour ceux qui oublient l'histoire d'Algérie et qui aiment rigoler, ça me rappelle très exactement la démission de Chedli Ben Jedid sur le canapé. Il est assis, il est entouré de je sais pas combien de mitraillettes derrière les caméras. C'est exactement ça. Et on vient me dire il Bon. a démissionné. Ah. Il a été démissionné. Bon, il a été le- démissionné, il a démissionné. En tout cas, il est parti. Non, il est parti. Bon, ça, D'ailleurs, c'est- vous avez cette Et belle là- image aujourd'hui dans la manifestation. Vous avez un fauteuil vide qui avance, qui est avancé par les, par les manifestants. Non, mais- Ils ont beaucoup d'imagination, mais- les DZ. Moi, j'ai un, Vous ce jour. permettez qu'on lance la pub? Oui, Parce qu'il faut rentrer de l'argent dans la caisse, vous le savez, Ce ça. que j'ai aimé Ça me aujourd'hui, dérange pas qu'il n'y ait pas d'argent dans vos caisses. hein. non, mais ce que j'ai aimé aujourd'hui, c'est que dans la manifestation, il n'y a pas eu de haine prononcée contre Bouteflika qui a démissionné. Ouais. Et ça, c'est déjà un Mais point de ça grandeur. montre On la en parlera tout à l'heure. maturité, Du peuple peuple, algérien. on en parle. À tout de suite avec Khaled Drani qui sera sur nous pour nous dire un petit peu d'ailleurs justement comment ça se passe ces manifestations depuis aujourd'hui. À tout de suite. Le LGF, le grand forum, votre émission de réelle liberté d'expression, on peut le dire tranquillement aujourd'hui sur France Maghreb 2 avec Tarek Mami, avec Farid Tamsamani et Ousmane Timera. De passage ici en France de temps en temps et puis il vient nous dire un petit coucou et ça fait bien plaisir mon cher ami Ousmane. Tu reviendras un peu Plaisir d'ailleurs, partagé. pendant le Ramadan, tu reviens non? C'est prévu. Je sais pas encore, j'ai des activités à droite à gauche, Bon. donc on verra. Alors, révolution des aides. Les Algériens sont dans la rue une nouvelle fois et pour le 7e vendredi consécutif et ce depuis le 22 février. Il y a eu quand même pas mal de changements depuis le 22 février. Tout le monde est d'accord sur le fait que Bouteflika soit parti. Alors, je vais revenir un petit peu Tarek parce que ça m'interroge un petit peu. Moi, je me réfère au fait donc de ce que j'ai eu comme information. Le président Bouteflika a présenté sa démission. Peu de temps avant, il y a le général de l'état-major Gaïd Salah qui a ordonné sa destitution. Oui. D'accord. Une fois que cette destitution est intervenue, la démission a été présentée Non, mais, 90 minutes après. Voilà. En droit, on peut Est-ce pas, que non mais attendez, je en vous pose droit, la on peut question pas avoir clairement. destitution et démission. Alors, C'est soit une destitution, c'est un coup d'État, oui ou non? c'est un coup d'État constitutionnel. Voilà comment on va l'appeler dans l'histoire. C'est un Mais coup d'État. C'est pas le premier. Oui, c'est un coup d'État constitutionnel. Mais c'est un coup d'État. Mais Christophe, ce qu'il faut que tu rappelles, lorsque La démission aurait été Non mais logique. j'entends, moi j'entends très La bien. démission aurait été logique. Ouais. Mais s'il avait écrit cette lettre le 28 ou le 22 pour dire je termine mon mandat, et bien sûr le 28 au soir j'ai terminé. Ça c'est une espèce de démission en bonne et due forme. Mais dire je démissionne maintenant tout de suite en djellaba, alors qu'on l'a jamais vu en djellaba depuis son arrivée au pouvoir. Il paraît qu'il y avait une fête religieuse ce jour-là. C'est pour ça. Oui, alors, mais il rentre chez lui, il met le costard, il sort comme on l'a toujours vu. Non, mais, ça- non, mais je on vous l'a rapporte- pas vu. je vous rapporte, Christophe. Farid. Christophe, on l'a pas vu le jour où soi-disant il a déposé sa candidature. D'ailleurs, moi, On l'a pas vu quand il y a les 4 lettres qui sont sorties. C'est quoi l'enjeu de votre propos en fait Non, Vous mais- essayez de non, mais- démontrer quoi en fait Non mais l'enjeu de propos, Ouais. c'est que démissionner, il est Ah, parti, d'accord, ok, et il est ok. parti. On l'a fait, on l'a destitué. On l'a destitué Ok, d'accord. Bon. avec une forme constitutionnelle. Oui, oui. Et l'avantage, et ce qu'il faut applaudir, c'est qu'il n'y a pas une goutte de sang, il n'y a pas une gifle. Ouais. Et ça, c'est Alors- civique et civilisé et très bien. Je vous pose la question, Tarek Mami, aussi sur en prenant un exemple qu'on a connu récemment, en 2011, lorsque Ben Ali prend l'avion. Oui. Et qu'il ne sait même pas où il va. Oui, Est-ce que c'est là aussi un coup d'État? oui. C'est aussi un coup Vous d'État. l'appelez comment celui-là? Ah ben celui-là c'est un coup d'État tout court parce que on a mis 24 heures à trouver l'article de la loi de la Constitution à appliquer parce qu'il y en avait deux. pour maquiller. Oui, il y en avait un parce que le soir même on a nommé le Premier ministre, c'est-à-dire que l'empêchement est provisoire et qu'il va revenir. Et le lendemain matin une décision politique est tombée du ciel et on utilise l'autre article, c'est empêchement définitif parce qu'il n'est pas là. Donc c'est un coup d'État. Mais Christophe, Farid. si je peux me permettre. Oui, bien sûr, juste un permets-toi. Petit récapitulatif. Oui. Quand le chef d'état-major dit il dit pas il faut qu'il dégage, il a dit il faut maintenant Ouais. il a pas dit Destitution. destituer. Il a dit maintenant il faut utiliser l'article 102 de la Constitution. Faut constater son empêchement. Exactement, faut et c'est constater terminé. l'empêchement. Les autorités algériennes à ce moment précis, je dis bien à ce moment précis, refusent.
Et sous la pression, ils disent bon bah finalement il va s'arrêter le 28 Voilà. avril. Ouais. Et finalement pression encore une fois de l'état-major, dit non il n'y a pas de 28, c'est maintenant. Et c'est à ce moment-là qu'en fait 45 minutes après. 45 minutes après qu'il Oui, dit, oui, bon, bah, ça finalement a il va été très démissionner. vite, ça a été Et très ce qui est intéressant, bon ça ce sont des anecdotes, mais en réalité ce qui est intéressant c'est de voir pourquoi ça se passe comme ça. Parce qu'en fait, ce que les gens ne savent pas, enfin si, les Algériens le savent, mais c'est que en Algérie, le pouvoir jusqu'à présent est militaire. C'est comme ça. Il y a eu une lutte pendant des années entre les services secrets et les militaires. Les militaires ont toujours Général Tartag a été Tartag. a été limogé. ce matin. limogé, Et aujourd'hui, le fameux service ont été intégrés intégré à à l'état-major l'état-major. Ben de oui. l'armée. Donc l'armée a repris le tout. L'armée reprend toujours jusqu'à présent. Là où c'est intéressant, Christophe. Et à mon avis, c'est ça qu'il faut que la lecture qu'il faut avoir, notamment des manifestations d'aujourd'hui. C'est que, depuis la révolution algérienne, depuis l'indépendance, en réalité, on sait pertinemment que que l'armée a toujours joué ce rôle. Ouais. Mais, C'est elle qui a passé Bouteflika, rappelons-le, en 99. on a parlé, exactement. Alors moi j'ai écrit que l'armée a amené Bouteflika, l'armée a viré Bouteflika. Complètement. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'on a parlé de la maturité du peuple algérien. Oui. On a complètement dit que finalement le peuple algérien, cette fois-ci, montre véritablement une certaine maturité qui rend fier ce pays et ce peuple-là. Oui. Nous allons voir c'est pour ça que les heures qui suivent, à mon avis, sont cruciales. Parce qu'on va voir, il va s'instituer ce qu'on appelle un mano à mano entre le peuple algérien et l'armée. Est-ce que l'armée, de toute manière, jouera le rôle quoi qu'il arrive. Mais est-ce que l'armée va continuer à contrôler en manipulant, c'est-à-dire en mettant son propre candidat à l'élection présidentielle, parce qu'elle veut accélérer les choses pour que les choses rentrent dans l'ordre, ou alors, ce que le peuple algérien, en tout cas les gens qui manifestent essentiellement dans la rue, disent, non, nous, c'est l'ensemble du système que l'on veut. Et à ce moment-là, l'armée peut être ce qu'on appelle la transition, mais je crois que la maturité est telle du peuple algérien que même la notion de transition, ils veulent pas. Ça va être compliqué, oui. C'est pour ça que ça va être très compliqué. Ousmane, j'ai très envie de t'entendre sur ce qui se passe en Algérie. Déjà, moi, je suis très très heureux de ce qui se passe en Algérie. Ça montre que dans ces régions, les peuples ne sont pas morts. Je sais pas si tu te souviens, la dernière fois j'étais venu quand je parlais des Gilets jaunes, je disais que pour moi, l'événement qui a inauguré le XXe siècle et qui inaugure en fait une certaine maturité de la part des populations de la terre entière quant à leur refus d'être sous tutorat politique de la part d'oligarchies économiques et autres, etc. Ceux qui ont inauguré cela, c'est le peuple arabe, avec ce qu'on appelle le printemps arabe, quelle que soit l'interprétation que l'on peut donner, qui manipule qui, il y a eu en tout cas des millions de personnes qui sont descendues. Et j'avais indiqué que c'était pas fini. C'était avant que ces événements aient lieu en Algérie. Donc je suis très très content, et surtout la manière dont cela a été fait, parce que souvent il y a un peu le fantasme ou la nostalgie de la révolution sanguinaire, un peu avec l'image de la révolution française, qui inspire souvent différentes révolutions. Je pense que ce modèle de révolution française est à mettre de côté. Le pacifisme est plus efficace que les armes, surtout quand on est le peuple. Parce que ce qu'attendent ceux d'en face qui ont les armes, c'est qu'il y ait des étincelles, parce qu'ils ont les moyens de tuer tout le monde. Donc je trouve cette façon de faire, d'agir sur le plan symbolique, sur le plan stratégique, c'est inédit, très intéressant. Il y a Gandhi déjà, donc on a des précédents dans l'histoire. Il y a des précédents, et j'irai même plus loin. On a même celui qui inspire le plus les populations musulmanes, le prophète lui-même. Pendant les 13 années à la Mecque, c'est pas un hasard s'il disait de pas prendre les armes, parce qu'on prend pas les armes au sein de la même société. C'est une catastrophe sinon, la guerre civile. Tu prends les armes contre une autre nation, mais pas contre les membres de ta propre nation. Donc je trouve ça très bien. Moi, les conseils il y a Mandela et il y a I Have a Dream. Donc il y a Martin Luther King, oui. Il y a des précédents. Mais là, ce qui est inédit, l'anniversaire de son assassinat hier d'ailleurs. Oui, l'avantage d'Algérie en fait. Attendez, j'ai pas fini. Pardonnez-moi. Là, ce qui est inédit, c'est le côté massif. C'est extrêmement massif. Oui. C'est pas juste deux, trois personnes, des millions de personnes qui font ça. C'est la majorité du peuple algérien qui est dans cette affaire. C'est clair. Ce qui rend difficile de contrecarrer ou même de faire en sorte de faire infiltrer un tel mouvement. Donc moi, les conseils que je pourrais donner, c'est surtout, et je dis infiltrer parce que je serais à la place de l'État, c'est ce que je ferais. Je ferai en sorte qu'il y ait des gens qui foutent la merde là-bas. Tu permets que je rappelle un point historique
contemporain concernant l'Algérie, c'est 1988-1989. C'est ce que j'allais vous dire. C'est-à-dire que Il les y avait- Algériens c'est aussi massif apparemment. Non, Moi, mais j'étais ils ont testé assez les jeune. deux. J'allais dire, ils ont testé le passif qui se retourne et qui devient 200 000 morts. Et peut-être que quelque part dans les gènes de ce peuple, dire, cette fois, on va pas se faire avoir, on va pas permettre à celui qui détient l'arme de tirer sur moi. Mais surtout, C'est ça, ce c'est que moi, la extraordinaire. stratégie, en tout cas, que je leur conseillerais, c'est 2 points. Ou voire 3 points. Les 2 premiers points, c'est de ne surtout pas parler d'islam et de laïcité. Oui, a priori, ça c'est Ça, c'est semble être le acquis. cas, hein. Voilà, on Ouais. est tous algériens. On rentre pas dans le... Oui, mais Non, de mais l'autre il y en a côté, qui voudraient que ça soit le le sujet. camp hein, d'en Paris. face, mais ce serait vraiment une occasion en or. Et deuxièmement, ni berbère ni arabe. Oh, vous êtes tous Là algériens. aussi, c'est a priori. C'est acquis. C'est Mais acquis. de l'autre côté, si on veut diviser, ce serait ça qu'on mettrait en place. Oui. Et enfin, Absolument. il faut faire en sorte de s'organiser. Mm. On peut pas rester juste sur le côté manifestation Faut pas faire toutes gilet les jaune. semaines. Faut Voilà. pas faire gilet jaune d'Algérie. Voilà, il faut avoir une stratégie avec C'est incomparable, en plus. une élite, des stratèges qui savent C'est là, prendre c'est le là chemin. tu Oui. as complètement raison. Il faut surtout, à un moment donné, s'organiser. Mais le principe de quand on s'organise, c'est que je veux pas parler d'ennemis, mais en tout cas la partie prenante qui est en face, elle va tu lui suivre. facilites vrai. la vie. Non, mais sauf que celle-là, elle va faire Mais de faut manière trouver une organisation intégrée. plus... Quelques-uns de plus ceux qui vont horizontale. apparaître. Et Alors, vous avez vu fleurir 2-3 articles sur les nouvelles personnes qui sont sorties, les nouveaux leaders. Voilà. bâtonnier, Généralement, la ça présidente, sort pas gratuitement. Est-ce qu'on fait une petite place à midi, messieurs? C'est- Parce qu'ils c'est- nous appellent. Oui, c'est pas de la génération. Moi, spontanée. je termine vas-y, sur je t'en prie, Ousmane. le côté stratégique. Oui. Il faut penser des modalités de stratégie qui soient d'ordre horizontal, Oui. qui font que même si on abat un, ça continue tout de même. Et surtout, l'intelligence politique de ce mouvement-là, c'est qu'il ne s'attaque pas aux personnes. C'est pas les personnes qui intéressent. C'est le système. C'est le système. Et ceux qui soutiennent ce système, c'est-à-dire une partie de la C'est ce qui n'était pas le cas. diplomatie Ce qui française. n'était pas le cas le 22 février, Ousmane. Hein. Je pense. Le 22 février, Donc, il y a une c'était grande uniquement maturité, et je le salue cette 5e mandat. maturité. Oui. Mehdi est avec nous. Il nous appelle de Paris. Bonsoir, Mehdi. Bonsoir à tous. Je vous appelle moi pour vous dire en fait pour soulever un vrai problème et en même temps peut-être une solution pour l'Algérie. Très bien. C'est que l'Algérie ne pourra pas s'en sortir sans l'armée. Je vais vous dire pourquoi. Parce que l'Algérie ne pourra pas s'en sortir sans l'armée parce qu'elle détient 80% des richesses de l'Algérie. C'est-à-dire quand je vous dis elle les détient dans le sens militaire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, autour des frontières algériennes, on a une chaîne de terroristes qui sont en train d'attendre justement et qui sont en train de nous écouter peut-être aujourd'hui, nous, pour rentrer en Algérie et faire ce qu'ils ont à faire. Vous faites quoi ce qui se passe en Libye, non? Vous faites quoi Pardon ce qui se passe en Libye avec le Non, général mais, Haftar qui est en train de marcher sur Tripoli? Exactement. Cher Mehdi, Exactement. cher Mehdi, l'armée peut faire ce qu'elle a à faire aux frontières sans avoir à contrôler la politique. Comme ailleurs. Vous Alors, relisez, je vous vous êtes explique. algérien, allez relire la fameuse plateforme de la Soumam et vous allez tout trouver. Les Algériens l'ont déjà écrit en 58. Il y a les civils qui doivent donner les directives et il y a les militaires qui doivent empêcher les terroristes. Parce que quand vous rentrez dans cette logique, elle ne peut rien faire par les militaires. Ça veut dire que vous acceptez que les militaires d'aujourd'hui enlèvent le clan Bouteflika, le système Bouteflika, pour forcément le remplacer par un autre. Eux, ils sont derrière le rideau. C'est ça la logique des questionnements. Si je peux me permettre de compléter ce qui vient d'être dit, Oui, Farid. notre auditeur en fait fait référence au schéma égyptien Oui. où l'armée également contrôle l'ensemble des pans de l'économie. Voilà, alors là, voilà la question que je pose, on peut- Farid. oui, Est-ce que l'armée algérienne contrôle l'économie algérienne? elle contrôle. Non, mais si c'est le cas, comme en Égypte, il y a aucun problème, on peut rien faire. Elle contrôle pas exactement comme en Égypte, Oui. mais en réalité elle contrôle beaucoup. Et moi on a le droit de rêver. Et même si c'était le cas, On la dégage, c'est tout. c'est on quoi, a le ça droit de rêver à ce que l'armée algérienne soit également mature et se dise maintenant cette fois-ci Et nous faire- allons véritablement faire notre rôle Mais- À la d'armée portugaise, à la portugaise. et exactement Excusez-moi. et instaurer effectivement Mehdi, à vous. On vous écoute. Est-ce qu'on peut envisager, est-ce qu'on peut sortir du lot
et se dire que peut-être l'Algérie n'est pas comme les autres pays, ou n'est pas comme les démocraties qu'on voit aujourd'hui, qui sont en train de, on va pas dire s'effondrer, mais en train de s'effriter un peu par tous ces mouvements qu'on voit en Europe. Est-ce qu'on peut se dire, on peut pas faire une alliance avec une armée mature et se dire, se protéger bien sûr de ce qui peut nous arriver de l'étranger, bien sûr, parce que l'Algérie, vous savez, aujourd'hui c'est un puits de richesse. Et peut-être qu'on peut trouver une solution avec l'armée. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Algérie n'est pas comme les autres pays. Mais tout le monde le sait. Cher Mehdi, en fait, chaque pays est différent. Voilà, chaque pays a sa propre histoire, ses propres problématiques. On n'a jamais dit qu'il fallait absolument calquer un modèle pour le modèle algérien. Ça ne marcherait jamais de toute façon. Exactement, ça ne marcherait pas. Par contre, les gens qui manifestent aujourd'hui parlent d'un système. Il se trouve que l'armée fait partie du système en Algérie. Je veux dire, aussi, comment on appelle ça, aussi opaque qu'il soit, en vérité, il fait partie du système. Nous, je pense que les Algériens ne demandent pas à ce qu'il n'y ait pas d'armée en Algérie. On demande juste à ce que l'armée joue son rôle d'armée. Moi, je pense que l'armée peut être également mature, au même titre que le peuple algérien, et se dire, bon, nous avons peut-être abusé à une époque, qu'il est peut-être temps d'amener notre pays vers ce qu'on appelle le 21e siècle. La réalité, c'est celle-ci, et d'en faire véritablement un pays extraordinaire qui soit une lumière non seulement pour le Maghreb, mais pour l'Afrique et peut-être même pour au-delà, c'est tout. Bon, je rajouterai, pardonnez-moi, je rajouterai le point suivant. Il faut aussi penser une stratégie de rapport de force avec l'armée, pas sur le terrain des armes, parce qu'on est mort à ce moment-là, mais une situation où l'armée elle-même se rend compte que la situation n'est pas gérable si le peuple n'accepte pas sa place. Donc, ça, c'est les heures qui viennent. Il faut forcer à un moment l'armée à se dire, voilà, il n'y a pas moyen. Mehdi, dernier mot. Je vous explique. En Algérie, le peuple n'est pas le peuple, c'est-à-dire une partie peut-être de la population. Peut-être que je me trompe. Moi, je suis à Paris ici, mais enfin bon. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'armée algérienne, c'est une armée qui est qui est le peuple justement. C'est ça qu'il faut savoir. C'est que quand vous allez en Algérie, dans toutes les familles, vous avez quelqu'un qui fait partie, qui est dans l'armée. Chine, quoi. Oui. Oui, dans Chine. Ce que je veux dire, c'est ça qu'il faut pas oublier. Oui, mais donc ça veut dire que le peuple. Un cousin ou une cousine, c'est pas comme ici en France. Pour trouver quelqu'un qui a une famille, un gendarme ou quelqu'un d'armée, vous pouvez chercher. Mais dit à une époque, c'était le cas, hein. Ouais, mais. Voilà. Ouais, mais dans ces cas-là. On a tous de la famille. Donc dans ces cas-là, l'armée est d'autant plus sensible aux revendications du peuple, puisqu'ils font partie du peuple. Bon. Ousmane, est-ce qu'on peut poser une question à Mehdi? Oui, mais alors rapidement, parce qu'on est super en retard, les gars. Vas-y. Mehdi dit effectivement la particularité du peuple algérien, c'est que d'avoir dans chaque famille quelqu'un qui est membre plus ou moins de l'armée, ou en tout cas qui travaille plus ou moins au service de l'armée. Oui. Mais est-ce que c'est l'avenir que l'on veut pour un pays comme l'Algérie, d'avoir dans chacune des familles quelqu'un qui fait l'armée? Moi, je pense que l'armée algérienne est une des plus importantes d'Afrique en termes de nombre, mais je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est une bêtise et qu'il faut peut-être réfléchir à ce qu'un pays se développe davantage, qu'il y ait peut-être plus dans chaque famille plus des enseignants, plus ce genre de choses. Bien sûr. Est-ce que je peux donner mon avis? Rapidement, alors terminez, Mehdi. Rapidement, ouais, Christophe, merci. Aujourd'hui en France, l'État français regrette d'avoir enlevé le service militaire. Ouais, à des gamins qui étaient normalement. Ouais. Attends. Peut-être que faut pas le prendre au premier degré tout de suite tel qu'il est. Aujourd'hui en France, l'État français regrette. Pourquoi? On a des gamins qui sont en train de traîner dans les rues, d'accord, et que le jour où ils font leurs 25 ans, on se retrouve à leur donner un RSA à rien faire. C'est pas la même chose, Mehdi. Alors non, mais attends, non, mais ce qu'il faut savoir, c'est que là, je suis pas un mec armé ou quoi que ce soit. Hein. Non, loin de là. Hein. Mais il y a un minimum. Ce minimum-là, c'est qu'aujourd'hui, nous en Algérie, on est un pays très très jeune. Vous permettez que je fasse de la provocation? Allez-y, monsieur. Alors vous êtes en France aujourd'hui ou vous êtes en Algérie aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis en France. Voilà. Donc, ce qu'il faut faire. Vous êtes français d'origine algérienne? Non, je suis algérien tout court. Je suis né en Algérie. Ok, vous avez la nationalité algérienne?
Voilà, tout à fait. Ok, donc je retire ce que j'avais à dire. Bon, merci Mehdi, parce qu'on a, en tout cas, merci beaucoup en tout cas pour cet échange Parce que intéressant. pour les autres, Oui. il faut qu'ils se mettent dans la position qu'ils sont citoyens français et qu'ils doivent apporter quelque chose peut-être à ce pays de leurs parents, de ce pays de leur cœur, pour ne pas avoir cette espèce d'implication affective qui les empêche de voir les limites, par exemple, de la présence de l'armée au pouvoir. Alors Mais que un citoyen qui parle du Sénégal, c'est comme ça, il dit oui, l'armée c'est bien au Sénégal parce qu'elle a fait ça, mais à terme il faudrait qu'elle fasse ça. Mais C'est cette distanciation. Il y a deux choses dans l'affaire, peut-être que Mehdi veut prendre en considération. Oui. Il y a l'objectif que l'on va atteindre, Voilà. et il y a la situation dans laquelle nous nous trouvons. Oui. Bon. Nous sommes dans une situation où il y a l'armée qui est présente. Et nous voulons une situation où nous voulons être indépendants. Face Donc, en boulot. il faut trouver un moyen de ne pas être en confrontation directe avec l'armée, ça s'appelle tout en la forçant à Ça- rester dans ce cadre. ça Voilà. s'appelle ça C'est s'appelle difficile. ça Bon. s'appelle la révolution du juillet en 1974 au Portugal. C'est l'armée qui a fait le coup d'État contre le général j'ai oublié son nom et qui a donné à la société civile qui a pris la suite. On file du côté de Marseille, messieurs. La minute de Marseille. Marseille, que tu sois riche ou pauvre, nous protégera tous sous son aile. La minute de Marseille, cette ville rebelle qui regorge de différentes personnalités. Et ce soir, ça tombe bien parce qu'on en a un petit peu parlé d'ailleurs. C'est le docteur Mohamed Gass qui est avec nous et qui va nous parler, docteur, de l'Algérie vue d'Égypte. La révolte algérienne, surtout, votre sujet de débat, vue d'Égypte, il faut dire que les yeux de 90 millions d'Égyptiens sont tournés vers l'Algérie depuis le 22 février. Ils suivent aujourd'hui encore avec beaucoup d'intérêt ce mouvement de contestation qui nous a tous surpris. On observe beaucoup de joie de cette volonté du peuple algérien pour le changement qui ne laisse personne indifférent. Mais la crainte est là, la crainte de l'expérience égyptienne malheureuse. Cette crainte s'exprime à travers les réseaux sociaux où les jeunes Égyptiens mettent en garde leurs frères algériens, surtout à ce stade de leur révolte, dans cette période critique, car les Égyptiens ont été manipulés par le général Sissi à ce moment-là de leur révolte. Le général Sissi qui a préparé la contre-révolution justement à ce moment-là de la révolte égyptienne en 2011. Aussi vite après le départ Moubarak, Hosni Moubarak a laissé derrière lui l'armée et un état profond pour lui succéder. D'où la méfiance qui se manifeste par les Égyptiens aujourd'hui à travers les réseaux sociaux et les médias indépendants. Il faut dire que c'est un grand défi qui affronte le peuple algérien aujourd'hui. Le mouvement doit continuer jusqu'au bout et en finir avec les régimes en place. La solution est encore entre les mains du peuple algérien pour écrire une nouvelle page de son histoire. On l'a vu encore aujourd'hui, le peuple algérien n'est pas dupe, il a bien retenu la leçon et il reste mobilisé comme on l'a constaté aujourd'hui à travers la capitale algérienne et toutes les grandes villes et même dans les provinces algériennes. Est-ce que vous êtes en train de nous dire, cher docteur, que en Égypte, le peuple algérien et le peuple égyptien espèrent que le peuple algérien ne tombe pas dans le même piège que Sissi, afin Absolument. que peut-être, si cette révolution algérienne venait à réussir, que Sissi sache à quoi il va avoir affaire, lui qui est en train de bidouiller la Constitution pour rester au pouvoir jusqu'à l'année 2030. C'est-à-dire qu'il va devenir à 5 ou 6 mandats président à vie. Exactement. Il ne s'est pas contenté de 2 mandats. Il est en train de faire l'amendement de la Constitution pour rester justement, qui lui autorise de rester à vie au pouvoir. Jusqu'à 2030. Les Égyptiens ont vraiment peur que le sort de l'Algérie
sera le même en confiant les manettes à l'armée. D'accord. Merci docteur C'est pour clair. cette minute de Marseille et donc de cette vision vue d'Égypte. Il y a quelque chose, oui, Ousmane. si vous permettez, que j'aimerais... Je sais pas si c'est tout à fait comparable, franchement, la Non, mais comparaison Égypte-Algérie oui, ne mais tient les- pas. Hein, Il faut en tirer des leçons. Voilà, Oui, c'est ça. bien sûr, Les voilà. gens ont peur. Ils disent, celui-là, il a fait ici. Pourquoi demain, il y aura pas un petit malin qui se débrouillera pour Il retourner y a la ce qui situation? s'appelle une contre-révolution, Oui. qui a lieu dans tout le monde arabe, Oui. et qui est télécommandée par une partie des pétromonarchies, les Émirats, l'Arabie Saoudite, et qui finance les différents Avec pays la et leurs coups bataille d'État. entre le Qatar d'un côté Voilà. et la Turquie pour les frères musulmans Voilà. et les Moi, je Émirats dirais de pas l'autre les côté. frères musulmans, je dirais même pour la démocratie, ils étaient pour le printemps arabe. En tout cas, les Non, révolutions. mais ils étaient pour le printemps arabe, à condition que ce soit les frères musulmans Non, qui gagnent je suis l'élection. pas d'accord avec ça. Ah bah, si Bon. vous voulez. Je suis pas d'accord avec ça, mais je termine juste, c'est que l'intérêt, le troisième point sur lequel il faudrait que les Algériens, en tout cas les peuples arabes réfléchissent, c'est l'internationalisation de la révolution. Oui. Parce que la contre-révolution est devenue internationale. Donc il faut qu'il y ait des ponts. Moi par exemple, je comprends pas pourquoi ceux qui, en Tunisie par exemple, ont été élus à la suite des révolutions, de la révolution tunisienne et se disaient être les garants de l'accomplissement des objectifs de la révolution, ne les ont pas vraiment aidés. Donc je pense qu'il faut sortir du caractère extrêmement nationaliste et faire en sorte que le mouvement gagne à l'international. Moi, Déjà, c'est ainsi que je verrai les choses. Ouais, moi, je vois Alors, pas. mauvaise nouvelle pour la Tunisie, puisque on parle aujourd'hui, le dinar tunisien a encore perdu 27%. Et aujourd'hui, pour 1 euro, vous avez 3 dinars 20. Alors que quand le dictateur est parti, pour 1 euro, vous aviez 2 dinars. Mais alors, malheureusement, c'est l'effet Ouais. d'une totale liberté. Ouais. C'est Dans c'est le pas libéralisme, c'est pas l'émission sur la Tunisie, oui. mais c'est Non, non, un des c'est inconvénients en juste tout pour- cas. voilà. Mais juste sur ce que disait Ousmane et notamment l'internationalisation. Moi, je pense que chaque pays est complètement différent, mais les vecteurs d'un soulèvement populaire, c'est quoi? Et dans certains pays d'Afrique, en fait, parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne pas. Pourquoi? C'est la maturité d'une société civile. En Algérie, vous avez une société civile qui était présente. Vous avez une certaine liberté de la presse. On a fait, pour les pays que je connais un peu, vous avez un pays qui s'appelle le Burkina Faso, où la société civile était présente, où elle a permis notamment de renverser Blaise Compaoré. Après, on peut en parler de tout ce que l'on veut de la suite, mais en tout cas qui a permis. Et vous avez d'autres pays qui mériteraient un tel soulèvement où c'est pas possible. Où ça? Des pays comme le Congo, par exemple. Non, mais, Pourquoi? regarde. Parce que la société civile n'est pas forcément la Non, mais même. là, Est-ce que donc là, je sors du sujet, mais ce que je veux te dire par là, c'est que pour moi, je ne crois pas à une internationalisation. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'appelle le monde arabe? Non. Non. Moi, je pense que oui. Et là, Est-ce qu'il y a quelque chose lors des printemps arabes qui a fait qu'il y a eu une révolution en Tunisie, ça a fait effet de contagion dans différents pays? non. Égypte, Syrie. Ah bon, il n'y a pas eu de Non, contagion. non, non. Alors, Donc il n'y a pas de contre-révolution Non, qui alors, fait en sorte de lutter contre Osman, les Osman, impacts de cette Osman. révolution-là. si, Ah les amis, quand même. si par Ces mandat, frontières-là sont factices. attendez, Vous justement, vous souvenez? si par monde arabe, Elles sont pas factices. non, elles sont factices. Si, elles sont factices. Si par monde arabe, vous entendez le souhait et la volonté des peuples d'être ensemble. Non, je parle pas de ça. Non, mais ça existe. Je parle au-delà des spécificités entre Tunisiens, Algériens, Marocains. Il y a une histoire commune. Oui. Il y a un monde Pub. commun. Je suis désolé. Pub, messieurs. Oui. Stop. On se retrouve dans un instant sur France Maghreb 2. Je leur coupe le micro. Je suis obligé. À tout de suite. Pub. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum et nous filons tout de suite du côté d'Alger en ce vendredi. Nous sommes le 5 avril pour ce 7e vendredi consécutif. Khaled Rarni est sur place en pleine manifestation. Khaled, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu ce qui se passe depuis le début de cet après-midi? Alors, ce qui se passe est quasiment incroyable parce qu'il y a beaucoup plus de monde que vendredi dernier et surtout à partir du début de la matinée, à 10h, j'étais à la place Maurice Audin et elle était noire de monde alors que la semaine dernière, elle était parsemée de manifestants. La mobilisation est plus importante qu'aujourd'hui avec des slogans différents puisque les gens n'appellent plus au départ du président puisqu'il est parti, mais des slogans contre ce qu'on appelle désormais les 3B, Ben Salah, Bedoui et Belhaïs, le président du Conseil constitutionnel, le Premier ministre et le président du Conseil de la Nation. Des slogans aussi contre le chef d'état-major de l'armée, Ahmed Gaïd Salah. Une mobilisation vraiment impressionnante aujourd'hui dans les rues d'Alger.
Merci Khaled, je sais que vous êtes très pris par le temps et merci en tout cas de nous avoir donné. De la famille Bouteflika officiellement. Officiellement, Tarek vous demande si effectivement on a des nouvelles de la famille de Saïd, en l'occurrence et de Nasser. Nasser Bouteflika se promenait hier normalement dans les bureaux du ministère de la formation professionnelle avec le nouveau ministre. Donc les informations sur une résidence surveillée sont pour l'instant des rumeurs non encore confirmées. Pour le moment, les frères Bouteflika sont libres. Très bien, merci Khaled, merci beaucoup. Merci à vous. Et on fera un autre point parce que je sais que voilà, Khaled Rarni est un journaliste qui est très sollicité par beaucoup de médias d'information. Donc voilà, il doit absolument nous quitter. Merci en tout cas à lui de nous avoir. Alors comment vous expliquez qu'aujourd'hui le président Bouteflika est parti et vous avez encore plus de monde que la semaine dernière, messieurs? Parce que les courageux de la 25e heure sortent toujours après la bataille. De Gaulle disait pour la France, en 43 ils étaient tous collabos. En 45, ils étaient tous résistants. Moi, j'aurais une... Non, mais je fais exprès. pas cette analyse. Non, mais je fais exprès. Oui. La victoire, c'est qui dit, je sais pas si c'était Churchill qui disait, ou je sais plus. La victoire à 100 pères et la défaite est orpheline. Tout à fait. Non, j'aurais pas cette analyse. Oui, alors vas-y, Ousmane. Moi, je pense que les manifestations ne visent pas les individus. Non, mais c'est pas question d'individus. Le système. Et ils savent très bien. Oui, et justement. Alors, les gens sont conscients du fait que ils font ça. En fait, ça donne du courage d'une part, en se disant que si on a réussi à faire en quelques semaines dégager le président, on peut continuer et on va descendre, dégager le système. Tout à fait. Pour faire dégager le système. Moi, et donc, ça marque. Je finis juste. Ça marque encore une fois une maturité sur le plan politique. J'ai l'expression à moi. Avant la contestation, quitter la rue pour être dans les stades. Et aujourd'hui, on a l'impression que c'est la contestation des stades qui est ressortie dans la rue. Oui. Oui, est-ce que c'est pas un peu réducteur, ça, Tarek? Non, c'est pas réducteur, c'est dans le sens, c'est-à-dire qu'avant, on ne pouvait gueuler et protester que dans les stades, et on les laissait faire, et aujourd'hui, il n'y a plus besoin de stades pour être plus nombreux chaque semaine, et je prends le pari que la semaine prochaine, ils seront encore plus nombreux. Pourquoi? Parce que, d'une part, et puis ça devient la sortie du vendredi. Parce qu'ils ont la main. Donc on a la main, il faut profiter. Et c'est la sortie du vendredi. Si jamais il rentre à la maison, c'est fini. Moi, je parie, ici, que ça tiendra jusqu'au premier vendredi de Ramadan. Et le deuxième vendredi de Ramadan, il y aura beaucoup moins de monde parce qu'on s'occupe pas d'autre chose. On verra d'ici là. Mais ce que je veux dire tout simplement, ce qui est remarquable dans l'affaire, c'est que il ne vise pas un individu, et ça faut le noter. C'est qu'on a une population qui arrive à voir les symboles, et non pas seulement aujourd'hui il vise les trois physiques. Aujourd'hui il vise les 3 B. Oui, mais après cela, si jamais il dégage, vous verrez. Il y aura d'autres B. Moi je pense que le plus dur commence. Non, pour moi le plus dur commence. C'est le mano à mano, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec l'institution qu'est l'armée, parce que l'armée, en réalité, sous la pression populaire, mais c'est l'armée qui a mis Bouteflika out, faut quand même le dire. Elle l'a forcé à partir, lui et le clan présidentiel. Le clan présidentiel qui, soi-disant, faisait la pluie et le beau temps. Et les frères sont pas en résidence surveillée, hein, donc vous l'avez entendu. Un frère, oui. En fait, il y en a un qui l'est, et l'autre, en fait, qui avait démissionné, qui avait anticipé, qui avait démissionné de son poste au ministère de la formation professionnelle. Et qui n'avait pas la réputation de faiseur de la politique. Contrairement à ça. On parlait de Nasser, là, hein, c'est ça. Oui. Mais il y a un point que vous avez dit tout à l'heure. Juste pour finir, parce que en off, c'est l'idée de ne pas voir sur le plan géostratégique et géopolitique les relations ou les conséquences de ce qui se passe en Algérie sur tout le reste du monde arabe. Tout à fait. Et pour vous, il y a des peuples qui sont certes différents, mais qui n'ont pas de, il n'y a pas de. Je n'ai jamais dit ça. Non, c'est le contraire. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a quelque chose qui s'appelle la contre-révolution? Il y a une procédure collective qui est en marche dans le monde dit arabe, qui ne comprend pas qu'on le sous-traite aujourd'hui comme on l'a traité il y a 30 ans. C'est-à-dire qui ne comprend pas, j'ai pas compris. Oui, qui exige, qui n'accepte plus son état de sous-peuple. Mais vous êtes d'accord avec moi que ce qui se passe en Algérie va avoir des conséquences sur toute la région. Bien sûr, sur voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Pareil, t'es d'accord? Vous allez voir. Sur le Maroc principalement, et le roi. Ça commence déjà. Non, mais parce que le roi a déjà fait en 2011 la culbute. Et il n'est pas tombé, donc il fera exactement la même chose. Et le Maroc a aujourd'hui, et depuis l'arrivée de ce roi-là, une carte qui est cachée dans le pantalon, j'allais dire dans la poche pantalon derrière, c'est la monarchie constitutionnelle. Le jour où ce qui se passe en Algérie aujourd'hui arrivera au Maroc, on basculera dans la monarchie. Non mais donc les chemins sont construits. Et les Marocains s'y mettent alors. Et l'exemple algérien, est à cet égard un très bon exemple parce qu'il donne de l'espoir et parce que en Algérie, je sais pas 60%, 65%, on monte 30 ans. Oui. C'est-à-dire que l'avenir s'écrit demain.
en Algérie, beaucoup plus peut-être au Maroc ou peut-être en Tunisie, où les tranches d'âge sont Voire même top. en Égypte, en Arabie Saoudite. Oui. Oui, ça, en Arabie Saoudite, oui. Ça, c'est oui. Merci beaucoup, messieurs, pour ce débat encore riche et de qualité. Ousmane Timéra, merci beaucoup. Bon voyage et à très vite, mon cher ami Ousmane. N'hésite pas à revenir. Farid, merci beaucoup. Merci à vous tous. Tarek Mami, merci et bon week-end. Merci Restez bien à l'écoute de votre radio. France Maghreb 2. 18h01. Le rappel de l'actualité, Marc Salbert, bonsoir. Bonsoir. Nouvelle journée d'action des Gilets jaunes. Demain, à Paris, 2 manifestations ont été déclarées en préfecture. L'une entre la place de la République et l'esplanade de la Défense et l'autre entre Montparnasse et la Villette. Les Champs-Élysées seront à nouveau interdits. D'autres rassemblements sont annoncés à Rouen, Lille, Toulouse, Bordeaux ou Montpellier. Une centaine de députés de l'opposition demandent au gouvernement de s'opposer à l'ouverture à la concurrence des barrages hydroélectriques. Une ouverture qui est réclamée par Bruxelles. La Commission européenne a adressé en novembre dernier une mise en demeure à la France pour lui demander un calendrier précis de cette mise en concurrence. L'indemnisation du préjudice d'anxiété ouverte à tous les travailleurs exposés à l'amiante. Décision de la Cour de cassation qui renverse une jurisprudence que les associations de victimes jugeaient injuste et discriminatoire. Jusqu'à présent, cette indemnisation n'était réservée qu'à quelques catégories de salariés. La demande de report du Brexit est prématurée en l'absence d'un nouveau plan britannique. Réaction de l'Elysée à la demande de Theresa May d'un report jusqu'au 30 juin. La présidence estime que l'extension de l'article 50 est un outil, mais pas une solution. Il serait absurde de ne pas réfléchir au cannabis thérapeutique. Déclaration d'Édouard Philippe lors d'un déplacement cet après-midi dans la Creuse. Le Premier ministre ajoute que beaucoup de pays le permettent déjà. C'est le cas notamment de 21 pays membres de l'Union européenne. Enfin, la guéguerre entre Free et Altice. Le groupe de Patrick Drahi, propriétaire notamment de BFM, a retiré ses chaînes de la Freebox après l'échec des négociations sur leur rémunération. Quelques heures plus tard, Free a rétabli le signal en invoquant les conventions signées avec le CSA. Du coup, Altice dénonce un piratage et menace de porter l'affaire devant les tribunaux. Bonne fin de journée à tous. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.